Soyez tous bienvenus à notre troisième cours de Photoshop, l'outil indispensable pour les professionnels dans tous les secteurs. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec notre environnement, nous allons aborder les types de fichiers que Photoshop peut traiter, importer, ouvrir et modifier. Ce sera aussi simple qu'un claquement de doigts. Bonjour à toutes et à tous, soyez tous bienvenus à votre troisième cours de Photoshop. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui, on va continuer sur la création de documents sur Photoshop. Nous allons découvrir de nouveaux outils et commencer à créer nos propres effets. Aujourd'hui, on va regarder les différents types de fichiers que Photoshop peut ouvrir. Ensuite, une fois qu'on aura les bases, on va ouvrir des documents sur Photoshop et apprendre à les modifier ainsi qu'à créer une double exposition. Puis, on va parler des objets dynamiques et comment s'en servir. On fera un petit tutoriel ensemble pour résumer tout cela et comme d'habitude, il y aura 2 quiz cachés quelque part dans le cours. Commençons par les différents types de fichiers que Photoshop peut ouvrir. Photoshop peut ouvrir 25 types de fichiers, de formats d'image, de vidéo et audio. Mais on va commencer par faire un rappel des types de fichiers les plus importants. Parmi tous les formats de fichiers pris en charge par Photoshop, le format PSD est probablement le plus important. PSD signifie Photoshop Document, et comme son nom l'indique, c'est le format de fichier natif de Photoshop. Le format PSD est l'un des rares types de fichiers qui prennent en charge toutes les puissantes fonctionnalités de Photoshop, comme les calques, les masques de calque, les calques de réglage, les canaux, les chemins, etc. Il sert également de fichier de travail. Lorsque nous ouvrons une image dans Photoshop, quel que soit le type de fichier utilisé à l'origine, Photoshop l'a converti temporairement en fichier PSD en coulisses, afin que nous puissions travailler dessus avec tous les outils, commandes et fonctionnalités de Photoshop à notre disposition. Vous pouvez facilement imprimer vos images à la maison avec Photoshop directement à partir du fichier PSD. Et de nombreux imprimeurs commerciaux sont maintenant en mesure d'accepter les PSD également. Bien que certains puissent encore exiger une version EPS ou TIFF du fichier à la place, il est donc toujours préférable de vérifier qu'avec votre imprimeur pour vous assurer que vous leur donnez le format dont ils ont besoin. L'un des avantages les plus récents des fichiers PSD est qu'ils peuvent désormais être importés directement dans Adobe InDesign, ce qui vous donne un accès complet aux différentes couches du fichier lors de la conception de vos mises en page. Vous pouvez même ouvrir un fichier PSD dans Photoshop directement depuis InDesign, apporter des modifications au fichier, l'enregistrer et faire en sorte que les modifications soient immédiatement mises à jour dans votre mise en page. JPEG. Le format JPEG, c'est un autre format que Photoshop peut ouvrir. Ce format existe depuis près de 20 ans et est devenu le format de fichier le plus populaire et le plus utilisé pour la visualisation et le partage de photos numériques. Il prend en charge les couleurs 24 bits, ce qui signifie qu'il peut reproduire environ 16,7 millions de couleurs, et même les appareils photo numériques les moins chers peuvent capturer des images sous forme de fichiers JPEG. La plupart des appareils photo réflexes numériques haut de gamme vous offrent la possibilité de capturer des images au format JPEG ou RAW, R-A-W. Il est important cependant de ne pas confondre populaire et largement utilisé avec qualité professionnelle. Le format JPEG est ce que l'on appelle un format de fichier avec perte, car il compresse les images, ce qui signifie essentiellement qu'il prend une partie des informations de l'image et les jette par la fenêtre virtuelle sans jamais les revoir. Cela permet de réduire la taille du fichier, mais plus la compression est importante, plus les images sont mauvaises. Vous contrôlez le degré de compression appliqué au fichier à l'aide du paramètre qualité qui apparaît dans Photoshop lorsque vous voulez l'enregistrer. Un paramètre de qualité suffisamment élevé permet de produire des images de qualité,
mais la taille du fichier sera plus importante. Des paramètres de qualité inférieure peuvent produire des fichiers de très petite taille, mais ils sont trop bas, ils introduiront des artefacts de compression laids et évidents. GIF. Le format de fichier GIF existe depuis plus longtemps que le JPEG, et c'est le format de choix pour les graphiques web. Remarquez que j'ai dit graphique web, et non pas photo web. Les fichiers GIF ne peuvent afficher qu'un maximum de 256 couleurs, soit bien moins que les milliers de couleurs nécessaires pour reproduire de manière convaincante une image photographique, et bien moins encore que les millions de couleurs prises en charge par le format JPEG. Cependant, lorsqu'il s'agit de conception de sites web, le format GIF est indispensable. Ces fichiers sont bien adaptés à la mise en page de pages web, aux bannières et aux boutons, surtout s'ils contiennent de grandes zones de couleurs unies. Tous les principaux navigateurs web prennent en charge les fichiers GIF et leur petite taille se charge rapidement à l'écran. Le format GIF permet également aux concepteurs de sites web de créer des animations simples. L'un des principaux avantages du format GIF par rapport au format JPEG est une autre raison pour laquelle il est si important pour les concepteurs de sites web et qu'il prend en charge la transparence. Bien qu'il ne prenne en charge qu'un seul niveau de transparence, ce qui signifie qu'un pixel est soit transparent, soit non transparent. Il peut en résulter des bordures autour des graphiques si la couleur du bord diffère de la couleur de l'arrière-plan sur lequel il est placé. Pour des effets de transparence de meilleure qualité, le format PNG est un meilleur choix. PNG. Le format PNG était à l'origine destiné à remplacer le format GIF. PNG signifie également PNG not GIF. Cela ne s'est jamais produit et les fichiers GIF sont encore largement utilisés aujourd'hui. Mais le format PNG améliore le format GIF dans presque tous les domaines. Il est même meilleur que le format JPEG. Alors que les fichiers JPEG prennent en charge les couleurs 24 bits, soit 16,7 millions de couleurs, le fichier PNG prend en charge les couleurs 48 bits, soit plus d'1 milliard de couleurs possibles. Cela peut sembler impressionnant, mais même les fichiers JPEG prennent en charge plus de couleurs que l'œil humain ne peut en voir, de sorte que toute différence réelle entre les couleurs 24 et 48 bits est, au mieux, minime. Le plus grand avantage du PNG par rapport au JPEG est qu'il s'agit d'un format de fichier sans perte, ce qui signifie que même s'il compresse les images pour réduire la taille du fichier, la méthode de compression utilisée n'entraîne pas de perte de qualité de l'image. Vous pouvez même réenregistrer le même fichier PNG plusieurs fois sans que sa qualité ne se dégrade, alors que les fichiers JPEG ont l'air moins bons à chaque fois que vous les réenregistrez. Avec plus d'1 milliard de couleurs possibles et une compression sans perte, le format PNG est un excellent choix pour sauvegarder des photos numériques. L'inconvénient cependant est que le format PNG n'est pas aussi largement pris en charge que le format JPEG et qu'il ne prend pas en charge les couleurs CMJN, ce qui signifie que les imprimeurs commerciaux ne peuvent pas l'utiliser. Pour l'affichage et le partage quotidien de vos photos numériques, le format JPEG reste plus utile et plus pratique, même si la qualité de l'image n'est pas aussi bonne. En outre, le format GIF prend en charge les animations. Le format PNG ne le fait pas. Les fichiers PNG sont plus souvent utilisés dans les programmes multimédia comme Flash, ainsi que dans les présentations Keynote et PowerPoint. Comme les fichiers PSD, le format TIFF, Tagged Image File Format, est l'un des rares types de fichiers à prendre en charge toutes les fonctionnalités de Photoshop. C'est un autre excellent choix pour l'archivage de vos images avec une compression sans perte qui vous permet d'enregistrer des photos avec la meilleure qualité d'image possible. Cette qualité a toutefois un prix, car les fichiers TIFF peuvent être très volumineux, notamment par rapport aux fichiers JPEG. Le format TIFF est la norme universellement acceptée pour les images destinées à l'impression commerciale et est compatible avec pratiquement tous les programmes de mise en page comme Quark Express et InDesign. Même si les fichiers TIFF sont capables de stocker tous les calques,
couches de réglage et autres éléments que vous avez ajoutés dans Photoshop, il est généralement recommandé d'enregistrer tous ces éléments dans votre fichier PSD maître, puis d'utiliser le format TIFF pour enregistrer une version aplatie de l'image pour l'impression. Ainsi, il est facile de savoir en regardant simplement l'extension du fichier quelle version de votre image est le fichier de travail principal, .psd, et quelle est la version aplatie, prête à être imprimée, .tiff. En outre, de nombreux imprimeurs commerciaux demanderont une version aplatie de votre fichier TIFF. InDesign étant désormais capable d'importer et de travailler directement avec des fichiers PSD. En ce moment, les formats PSD et PDF gagnant en popularité dans les communautés des imprimeurs et le format TIFF n'est plus aussi important qu'auparavant. Mais il reste la norme de l'industrie de l'impression et bénéficie d'un large soutien. Enfin, PDF, le fameux si la plupart des gens connaissent les fichiers PDF pour visualiser, partager et imprimer des documents électroniques, le PDF gagne également en popularité, en tant que choix idéal pour sauvegarder des images destinées à l'impression. Comme les formats PSD et TIFF, le format PDF prend en charge et préserve toutes les fonctionnalités de Photoshop. Le format PDF vous donne le choix entre la compression JPEG, avec un paramètre de qualité pour équilibrer les qualités de l'image et la taille du fichier, et la compression ZIP sans perte. Le format PDF bénéficie du fait que toute personne ayant le logiciel gratuit Adobe Reader installé sur son ordinateur peut visualiser l'image. La chose la plus importante à retenir est d'enregistrer votre fichier Photoshop de travail sous forme de fichier PSD non aplati, pour l'utiliser comme copie maîtresse, ce qui préservera tous vos calques, canaux, etc. dans le format de fichier natif de Photoshop, vous permettant de revenir à votre travail à tout moment. À partir de là, vous pouvez enregistrer une copie de votre image dans l'un des autres formats en fonction de la destination de l'image, impression, web ou programme multimédia, ou du format demandé par votre imprimeur. Et voilà, c'est fait, on a fait le rappel. Maintenant, on va parler d'un tout nouveau format appelé RAW, R-A-W. RAW, R-A-W signifie brut en anglais. Il s'agit donc d'un format dans lequel nous conservons la photo brute, non traitée, comme si nous ne l'avions pas encore prise. Lorsque vous prenez une photo au format JPG habituel, l'appareil enregistre l'image sur la carte mémoire de manière définitive, avec les paramètres qu'il considère, et ne permet aucune modification par la suite, ou peut-être le fait-il, mais très peu. En revanche, si vous prenez la photo au format RAW, c'est lors du traitement d'image sur votre ordinateur que vous choisissez d'appliquer l'une ou l'autre des valeurs pour chacun des réglages. Vous disposez ainsi de beaucoup plus de latitude et de possibilités pour obtenir l'image de votre choix. Vous pouvez créer plusieurs interprétations du même fichier afin de les comparer et de choisir celle qui vous satisfait le plus. Tout ça veut dire que l'appareil photo enregistre la photo avec certaines données, comme par exemple la balance des blancs, saturation, exposition, contraste, et laisse de côté les autres données inutiles. D'une certaine manière, l'appareil photo compresse la photo ou la conditionne et la laisse prête à être visionnée à tout moment, à être envoyée à un ami, à être publiée sur les réseaux sociaux, etc. En revanche, lorsque vous prenez des photos au format RAW, l'appareil enregistre non seulement les données de l'image, mais aussi toutes les valeurs possibles. Ce format laisse la photo en quelque sorte ouverte à toute modification ultérieure. Imaginez par exemple que vous prenez la photo avec certaines valeurs d'exposition et de balance des blancs, mais que plus tard vous changez d'avis et souhaitez remplacer ces valeurs par d'autres. Mais vous ne pouvez pas reprendre la photo car vous êtes déjà chez vous devant votre ordinateur. Si vous n'aviez qu'une image JPG, vous pouviez modifier très peu de choses. Mais si vous avez une image RAW, vous pouvez l'ouvrir, apporter les modifications nécessaires, puis obtenir votre image JPG finale. Les images RAW sont donc une sorte de négatif, un fichier source à partir duquel vous pouvez obtenir l'image finale qui sera toujours un JPG. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quels que soient les détracteurs de l'édition ou de la retouche de photos, c'est la dernière étape d'une photographie où nous pouvons apporter notre vision d'artiste.
Parce que lorsque nous prenons une photo, nous l'avons imaginée d'une certaine manière dans notre esprit et l'appareil photo n'est pas toujours capable de capturer exactement ce que nous voulons. Cependant, avec l'éditeur, nous pouvons mettre en valeur certaines zones, faire ressortir certaines couleurs, détourner l'attention de parties moins importantes, bref, finir de modeler la photo comme on le souhaite. Alors, quels sont les avantages de prendre des photos RAW ? Il faut dire que tous les photographes professionnels utilisent le mode RAW. Si vous êtes sur un forum ou un événement où vous pouvez trouver des photographes professionnels, des journalistes, des photographes de modèles, demandez-leur quel format ils utilisent. Ils vous diront tous RAW. Mais pourquoi ? Quels sont les avantages du format RAW ? D'abord, la qualité de l'image. Il faut dire que le format RAW ne compresse pas la photo comme le fait le format JPG. Avec une photo RAW, vous êtes sûr de capturer toute la qualité et les informations possibles. Il permet des modifications, des ajustements et des améliorations ultérieures. Avec le format RAW, vous pouvez modifier presque tout ce qui se trouve sur la photo. À l'exception de détails comme le cadrage, la disposition des objets et des sujets, etc., vous pourrez modifier presque tout le reste par la suite. Vous pouvez augmenter l'exposition, lumière de la photo, modifier la balance des blancs, la rendre plus chaude ou plus froide, changer la saturation, etc. Par exemple, nous savons tous que prendre une photo dans des conditions de faible luminosité, il est courant d'utiliser des valeurs ISO élevées, ce qui entraîne un bruit dans les parties les plus sombres de la photo. Eh bien, grâce au format RAW, nous pouvons tranquillement, depuis le confort de notre table d'ordinateur, minimiser ce bruit, grâce aux possibilités offertes par le mode RAW. Mais il existe aussi des désavantages de la prise de vue avec des fichiers RAW. Et oui, tout ne peut pas être avantageux, voyons voir. Le format RAW étant brut et non compressé, alors il prend beaucoup plus de place sur la carte mémoire que le format JPG. Là où 400 photos JPG peuvent tenir, peut-être seulement 110 photos RAW peuvent tenir. De plus, c'est génial de prendre des photos au format RAW et de les retravailler plus tard sur l'ordinateur. Mais au bout d'un moment, cela commence à ressembler à une tâche fastidieuse, longue et ennuyeuse. En effet, si vous prenez des photos au format RAW, vous ne pouvez les utiliser, les envoyer, les publier et les partager qu'après les avoir traités sur l'ordinateur. Si vous avez une très petite carte mémoire ou si vous manquez d'espace, la prise de vue en RAW n'est pas non plus une bonne idée, car il s'agit d'un format qui, comme je l'ai déjà dit, prend beaucoup de mémoire. Dans ce cas, il est préférable de prendre des photos en JPG. Et enfin, vous voyez comme le format JPG est unique et universel. Comment tous les fichiers JPG sont identiques, tous les programmes ouvrent et lisent les photos JPG de la même manière. C'est beau, mais ce n'est pas le cas avec les images RAW, car chaque appareil photo a sa propre façon de faire du RAW. Donc chaque appareil photo a son propre format. Par exemple, les RAW de Canon sont différents des RAW de Nikon. Cela pose un problème de compatibilité. Beaucoup préviennent qu'une photo RAW peut être ouverte et utilisée aujourd'hui, mais que dans 7 ans, ce ne sera peut-être plus possible, car les fabricants mettent à jour leur logiciel et modifient parfois le RAW. Mais à qui s'adresse le format RAW ? Bon, si chaque fois que vous faites un shooting, vous revenez avec 200 ou 300 photos, oubliez le format RAW, car le fait de devoir traiter autant d'images une par une sur l'ordinateur peut prendre beaucoup de temps. En revanche, si vous prenez 100 photos ou moins par séance, il est préférable de prendre des photos au format RAW. Si vous aimez visualiser votre travail photographique sur ordinateur et passer du temps à travailler sur vos photos une par une, le format RAW est certainement ce qu'il vous faut. Et si vous disposez de beaucoup d'espace sur votre carte mémoire, ne lésinez pas sur le format RAW. Une autre bonne indication pour savoir si le format RAW vous convient ou non est de vous poser la question « Pourquoi est-ce que je veux du RAW ?» Si vous trouvez la réponse à cette question, très bien, allez-y et photographiez en RAW. Mais si d'un autre côté vous ne savez pas ce que vous voulez en faire, si vous prenez des photos en RAW, mais qu'au bout du compte vous n'en tirez aucun avantage,
alors il vaut peut-être mieux vous en tenir au format JPG et c'est tout. Du coup, je vais vous dire quels sont les formats pour chaque marque. Alors qu'un JPG est un JPG pour Sony, Canon, Nikon, Lightroom, votre tante et votre cousin, un RAW, comme je l'ai dit, porte différents noms. RAW est le format brut, disons, mais chaque marque l'appelle d'une manière différente, donc si vous tombez sur un fichier portant la mention CR2, pas de panique, c'est que vous avez pris la photo au format RAW avec un appareil Canon. Voyons donc comment s'appelle chaque RAW en fonction de la marque. Nikon l'appelle NEF. Canon, on a déjà dit CR2. Et Sony n'a pas voulu faire pareil, ils appellent ça SR2. Pentax fait l'original et a appelé ça PTX. Olympus, c'est ORF. Fujifilm a décidé qu'il ne voulait pas faire du RAW mais RAF. Et finalement, le meilleur nom et le plus original vient de la main de Panasonic, le RAW2, RAW 2. Donc si vous rencontrez un fichier portant l'un de ces noms étranges, vous connaissez à présent l'explication. Et si vous vous demandez en quoi ça a une relation avec Photoshop, eh bien Photoshop utilise Adobe Camera Raw pour traiter tous les fichiers RAW avant que vous puissiez modifier l'image. C'est pourquoi lorsque vous ouvrez un fichier RAW à l'aide de l'option Fichier puis Ouvrir dans le menu Photoshop, vous constaterez que Camera Raw se lance automatiquement. On va apprendre ensemble à traiter rapidement un fichier RAW. Cliquez sur Fichier puis Ouvrir et sélectionnez le fichier en question. Vous allez voir que Camera Raw se lance tout seul. Cliquez sur Démarrer. L'interface principale de Camera Raw nous montre notre photo en grand format et sur la droite les différents menus que nous verrons plus tard. Dans la barre droite, nous trouvons plusieurs outils. En démarrant le logiciel, vous allez voir que vous avez sur votre droite un panneau où vous pouvez contrôler les propriétés de votre fichier RAW et les bases d'édition de Camera Raw. D'abord, vous avez les modifications de votre photo, puis nous allons continuer avec les outils. L'outil de recadrage va nous permettre de recadrer la toile de la photographie. Il suffit de créer un carré en cliquant et en faisant glisser la souris qui contient le recadrage que vous voulez faire. Vous pouvez ensuite l'ajuster en étirant les bords s'il ne ressemble pas à ce que vous voulez. Si nous laissons l'outil enfoncé, un petit menu apparaîtra et nous trouverons différents pré-réglages de recadrage. L'outil de suppression des défauts va permettre de supprimer les défauts des éléments parasitaires dans vos photos. Il suffit de passer le pinceau et Camera Raw supprime le défaut. Il y a aussi le masquage. Cet outil nous permet de peindre un masque sur une zone spécifique de la photographie, afin que les ajustements que nous appliquons n'affectent que cette zone. Sur la droite, nous voyons tous les réglages de correction des couleurs et nous pouvons utiliser avec cette brosse, ainsi que les réglages de la brosse elle-même. En Camera Raw, on peut aussi supprimer les yeux rouges. Cet outil est utilisé pour supprimer la lueur rougeâtre gênante que le flash de l'appareil photo crée souvent dans nos portraits. Pour les corriger, il suffit de cliquer et de faire glisser la souris pour placer l'œil rouge à l'intérieur du carré, et le programme le corrigera automatiquement. N'oubliez pas que vous devez placer qu'un seul œil à l'intérieur du carré si vous voulez qu'il fonctionne correctement. L'outil instantané est aussi très intéressant, car il permet de capturer toutes les modifications que notre photo a subies pendant l'édition. Il permet aussi de comparer et sauvegarder facilement les différentes retouches d'une photo sans besoin de faire une copie. Puis, on a les paramètres prédéfinis, ce qui nous permet de personnaliser les réglages d'édition pour créer des styles prédéfinis. Ici, la loupe. Comme l'outil loupe de Photoshop, sera utilisé pour faire un zoom avant et arrière sur l'image. Si on clique, il va faire un super zoom et si on clique encore, il va dézoomer. Puis, vous pouvez vous déplacer vers le bas avec votre souris et le clic appuyé vous permettra de vous approcher et inversement pour vous éloigner. La main, comme sur Photoshop, nous permettra de nous déplacer autour de la photographie. Lorsque nous l'aurons agrandi, on peut faire appel à cet outil avec l'aide de la barre espace plus un clic.
La pipette permet que lorsque nous cliquons n'importe où sur la photo, elle nous dira exactement de quelle couleur il s'agit, en nous montrant ses spécifications RVB. À droite de la barre d'outils, nous trouverons ce bouton, qui sera utilisé pour passer du mode fenêtre au mode plein écran d'Adobe Camera Raw. D'autre part, dans le coin supérieur droit, vous trouverez l'histogramme et les données EXIF de la photographie. En bas de la photo, nous trouverons les options de comparaison qui nous permettront de visualiser de différentes manières l'image originale par rapport à l'image retouchée. Maintenant, passons à l'action. On va jouer avec les différents réglages de l'image. Je vais mettre les réglages dans l'écran, comme ça vous pouvez faire les vôtres en même temps que vous m'écoutez. Dans le réglage de base, on va mettre la température à 8900. Notez comment la photo prend un ton plus chaud, vers le rouge, puis la teinte à plus 58. Cela rend la teinte plus verte ou plus rose. Nous allons aller vers le rose. Ces deux paramètres sont là pour modifier la balance des blancs de la photo. Maintenant, on va régler l'exposition et le contraste de la photographie. L'exposition va être augmentée à plus 0,40. Cela augmente la lumière dans votre photo. Puis le contraste en plus 2, qui va permettre que les noirs soient bien noirs et pas gris. Aussi, nous pouvons augmenter ou diminuer la lumière dans les zones les plus claires. On va le mettre en plus 24. On peut modifier les tons plus foncés de la photo comme nous le souhaitons, de la même manière. Dans ce cas, ce sera plus 16. Je vous invite quand même fortement à prendre ce que je vous dis en ce moment comme une suggestion. Vous pouvez et vous devrez éditer la photo à vos propres goûts et envies. Nous pourrons assombrir ou éclaircir davantage les blancs ainsi que les noirs. Les blancs seront en moins 26 et les noirs en moins 4. Comme vous pouvez le constater, rien qu'avec quelques manipulations, notre photo a beaucoup changé. Maintenant, on passe aux textures. Nous pourrons choisir si on veut les textures de l'image claire et nette, ou si l'on veut quelque chose de plus flou, on va mettre moins 25 sur notre texture. Puis, nous pouvons augmenter ou diminuer la clarté, pour créer une photo plus dramatique, avec des bords plus nets, ou une photo plus honorique, avec des bords plus diffus. On va mettre plus 31 sur ça. Puis, on a la correction du voile, qui est plus intéressante avec les paysages, mais on va quand même la mettre à moins 6. Sa fonction est de corriger la brume, quand il y en a, sur les photos. Et la dernière chose à faire sur ce panneau, c'est de corriger la vibrance et la saturation. Pour faire varier l'intensité des couleurs de la photo, on va la mettre à plus 43, et à l'aide des curseurs de saturation, on va décider si on veut une photo avec les couleurs très vives ou si on veut une photo plutôt grise. Vu qu'on a une photo assez colorée, on va juste mettre plus 1. On va passer au mélangeur des couleurs. Avec le mélangeur de couleurs, vous pouvez adoucir certaines des couleurs les plus dures et atténuer celles qui peuvent encore paraître un peu vives en HDR. On va légèrement modifier les teintes pour que la photo ait une tonalité plus chaude. Alors on va mettre moins 7 sur le rouge, plus 7 sur orange, moins 3 pour enlever un peu le jaune, moins 17 pour le vert. Il faut le voir comme la note que vous donnez aux couleurs sur votre image. Turquoise, je n'en veux pas, moins 12. On cherche quelque chose de chaud, donc les couleurs bleues et violettes vont être en moins 1. Puis le magenta qui vient rendre la photo plus rose, je veux bien, plus 24. C'est un peu difficile à ce niveau de percevoir la différence, mais elle y est. Regardez sur l'écran, dans le cadre, on voit une légère nuance, mais ça fait une différence sur le rendu de votre photo. Bon, pour continuer avec le logiciel, enfin, en haut, à droite, on a une boîte avec une flèche, là. Une fenêtre apparaîtra pour la sauvegarder dans le format que nous voulons. On va mettre « Enregistrer au format JPEG ». Puis, on va choisir un nom et une extension de fichier. Le format PNG, puis si on appuie sur « Enregistrer » et ensuite « Terminer »,
nous trouverons une copie de notre fichier sur le dossier. Si on appuie sur « Ouvrir », Camera Raw ouvrira l'image avec les modifications dans Photoshop, au cas où nous aurions besoin de retoucher quelque chose que Camera Raw ne nous permet pas de faire. Puis, Ouvrir en tant qu'objet. Cette option ouvrira la photographie dans un calque intelligent de Photoshop, ce qui nous permettra d'appliquer d'autres ajustements et filtres de manière non destructive. Après Ouvrir une copie, en effet, Ouvre une copie. L'option d'annuler ferme la caméra RAW sans modifier le fichier original, pendant que Terminer fermera la fenêtre de caméra RAW mais enregistrera les ajustements effectués dans le fichier origine. Si nous décidons de réouvrir ce fichier RAW, il conservera les ajustements que nous avons effectués. On va appuyer sur Ouvrir sans plus pour ouvrir le fichier sur Photoshop. On va trouver une boîte de dialogue qui nous dit que notre profil de couleur n'est pas en concordance. On va appuyer sur la dernière option qui dit Supprimer le profil incorporé et on va faire OK. Maintenant, on va trouver l'image comme arrière-plan dans notre fichier. On va laisser ce fichier-là ouvert pour l'instant et on va faire un quiz. Voici le quiz. Je vais vous poser des questions et vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux. Première question. Est-ce que le format PSD prend en charge toutes les fonctionnalités de Photoshop? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Et oui, c'est vrai. En effet, le PSD veut dire Photoshop Document, donc oui, il prend en charge toutes ces fonctionnalités. Deuxième question. Est-ce que le format JPEG est un format de fichier qui n'a pas de perte? Alors là, c'est complètement faux. Le JPEG est un format de fichier avec perte car il compresse les images. Alors je vais faire une affirmation et vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Allons-y. Le format TIFF ne prend pas en charge toute fonctionnalité de Photoshop. Je vais vous donner la réponse tout de suite, mais réfléchissez à ce qu'on a dit. Alors c'est faux, ce que je dis. Car les TIFF sont capables de stocker tous les calques, les couches de réglage et tout autre élément que vous avez ajouté dans votre document Photoshop. Alors est-ce que c'est vrai que le format RAW compresse la photo comme le fait le format JPG en rendant ce format un format avec perte? La vérité véritable, c'est que c'est faux. Car le format RAW ne compresse pas la photo comme le fait le format JPEG. Mais est-ce que RAW veut dire brut en anglais? Petit cours de langue. Oui, pour une fois, c'est vrai. Et pour finir, est-ce que si j'affirme que l'outil instantané chez Camera Raw nous permet de peindre un masque sur une zone spécifique de la photographie, c'est vrai? Et non, c'est aussi faux. C'est l'outil masquage. L'outil instantané nous permet de capturer toutes les modifications que notre photo a subies pendant l'édition. Voilà pour le petit quiz. On continue avec ce que je pense va devenir votre nouvelle obsession, la double exposition. La double exposition est une technique très créative qui vous permettra de développer vos compétences en matière de conceptualisation et d'abstraction lorsque vous prenez des photos. C'est peut-être l'une des techniques qui demande le plus d'imagination car vous devrez réfléchir au résultat du mélange de 2 photos différentes, ce qui change totalement les règles du jeu. Les sensations que ces photographies transmettent sont uniques, en raison de leur capacité à métaphoriser des messages en soi. C'est pourquoi on peut dire que la double exposition est ce qui se rapproche le plus de la poésie dans le domaine visuel. L'expression double exposition peut être un peu intimidante pour ceux qui débutent, mais uniquement parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la technique. Je vous promets qu'après ce cours sur la double exposition, vous comprendrez et serez impatient de commencer à la pratiquer.
Tout d'abord, je tiens à préciser que le terme exposition en photographie fait référence à la manière correcte d'obtenir la bonne quantité de lumière sur le capteur de nos appareils photo. Dans ce cas, il s'agit du nombre de photos ou de prises de vue que nous prenons de la même image, c'est-à-dire le mélange de deux ou plusieurs images différentes dans une seule photo. À l'origine, avec les appareils SLR analogiques et l'utilisation de la pellicule, il s'agissait de verrouiller un bouton sur l'appareil qui permettait de charger le système d'obturation sans faire rouler le négatif. Cela a créé un effet de double image sur ce négatif couvrant toute l'image et nécessitant une exposition correcte de chaque image afin d'obtenir un bon résultat. Aujourd'hui, certains appareils photo numériques disposent de cette option, ce qui rend la double exposition beaucoup plus facile, puisque nous pouvons prévisualiser le résultat avant de prendre la deuxième photo. Tout cela s'est ajouté à l'apparition de logiciels de retouche photo tels que Photoshop, dont les possibilités se sont étendues et développées, nous permettant d'obtenir des résultats beaucoup plus étonnants. Que peut-on faire avec la double exposition ? Tout et n'importe quoi. Vous serez sûrement le premier à être surpris lorsque vous verrez les résultats de vos premières doubles expositions. Images fantômes, textures superposées ou reflets impossibles ne sont que quelques-unes des possibilités que cette technique vous offrira. C'est ce que vous allez apprendre dans cette partie du cours Photoshop sur la double exposition. D'abord, la meilleure chose à faire est de réfléchir au message que vous voulez faire passer avant de commencer et de rechercher les éléments qui représentent le mieux cette idée. C'est pourquoi on va d'abord voir comment préparer la photo principale, puis comment réaliser une double exposition dans Photoshop en combinant deux images, et ensuite comment apporter la touche finale à vos photos en double exposition. Mais comment préparer la photo principale pour l'effet de double exposition ? OK pour l'étape 1. Alors, pour la base de notre image, nous utiliserons la photo de cette jeune femme. Vous pouvez utiliser la photo de votre choix, par exemple une photo provenant de vos archives personnelles. Toutefois, veillez à ce que l'arrière-plan de cette photo soit plus ou moins neutre, sans éléments distrayants tels que de l'herbe ou du feuillage, afin de faciliter le travail. On va ouvrir un document 1080 par 1080 pixels avec 72 ppp RVB en 16 bits avec le fond blanc. Pour l'étape 2, on va faire glisser l'image dans le document. Maintenant, nous devons la rendre beaucoup plus lumineuse et ajouter du contraste. Appliquez Image, Ajustement, Niveau ou appuyez sur CTRL plus L pour faire apparaître le menu Niveau. Déplacez le curseur plus clair vers la gauche, rendant notre photo plus lumineuse, et ajoutez du contraste en déplaçant le curseur noir de la gauche vers la droite. Sinon, vous pouvez simplement définir les valeurs particulières suivantes dans les espaces. 7 pour les tons noirs, 1.15 pour les gris et 200 pour les blancs. Cliquez sur le bouton OK pour appliquer les paramètres. Pour l'étape 3, réparons l'oreille et autres choses sur la fille avec l'outil correcteur J. Si jamais votre pinceau est trop grand, n'oubliez pas de le réduire dans la barre d'options. Il suffit d'appuyer sur Alt, puis cliquer et déplacer votre souris. Et cliquez dans la zone que vous voulez réparer. Et presto, la zone marquée est propre et parfaite. S'il vous demande si vous souhaitez pixeliser l'image, vous cliquez sur Oui. L'outil correcteur est un outil très utile pour la retouche photo, lorsque vous devez supprimer les petites imperfections ou les bosses sur la peau. Maintenant, nous devons supprimer l'arrière-plan. C'est très simple puisque nous utilisons une photo avec un arrière-plan propre. Prenez l'outil sélection rapide W et passez avec votre pinceau par le fond. Si vous dépassez, utilisez la barre d'options pour soustraire le plus.
Appliquez ensuite la sélection, puis intervertir pour sélectionner la jeune femme. Tout en continuant à travailler avec l'outil sélection rapide, W, trouvez le bouton renforcer le contour dans le panneau de commande supérieur pour afficher la fenêtre d'options. Maintenant, cliquez sur sélectionner et masquer. Vous pouvez modifier l'affichage de votre photo dans les modes d'affichage en plaçant l'élément sélectionné sur un fond blanc, noir, transparent ou autre. Ce qui le rend plus visible et plus pratique à modifier. À l'aide des outils à gauche, passez autour de votre sujet pour définir au mieux le contour. Augmentez légèrement la valeur rayon dans Détection de contour en la réglant sur 1, ce qui rend les bords moins rigides et révèle des détails mineurs tels que des cheveux fourchus. Allez dans Paramètres de sortie et choisissez Nouveau calque avec masque de fusion. Cela créera automatiquement une copie de votre image initiale avec l'arrière-plan caché par le masque d'écrêtage. Vous pouvez également expérimenter d'autres options de renforcement de contour en rendant la bordure plus douce ou plus floue. Cela peut être utile si vous voulez recadrer l'élément qui est entouré d'autres éléments, ou si l'image a un arrière-plan plus complexe et que les bords de l'objet principal sont encombrés. Dans notre cas, ces ajustements mineurs sont suffisants pour continuer à créer l'effet désiré. On appuie sur OK. Et maintenant, appuyez sur CTRL plus S pour ne pas perdre tout ce qu'on vient de faire et enregistrer en format PSD. On est arrivé à la dernière étape, l'étape 6. Créer un nouveau calque sous le portrait et à l'aide de l'outil pot de peinture, touche G, remplissez-le d'une couleur grise neutre. Pour ce faire, vous allez appuyer sur le petit carré de couleur en bas à gauche et une fenêtre va s'ouvrir. Vous pouvez choisir la couleur grise de votre préférence, ou écrire là où il y a les chiffres dièse DCD BD9 pour obtenir la même couleur qu'on utilise dans ce cours. Maintenant, cliquez OK et cliquez sur votre calque. Et on a fini avec la première partie. On rentre à la deuxième.
où on va apprendre comment réaliser une double exposition dans Photoshop en combinant deux images. Dans cette étape 1 de la deuxième partie, on va choisir la deuxième photo pour notre composition. Il peut s'agir d'une belle photo de fleurs, d'un paysage urbain ou de tout autre élément abstrait et complexe. Pour ce cours, nous allons utiliser cette scène de nature d'une forêt. Maintenant, placez l'image de la forêt au-dessus du portrait de la jeune femme. En gardant le calque de la forêt sélectionné, appuyez sur la touche CTRL et cliquez sur le calque du masque de calque du calque inférieur, le calque du portrait. Vous verrez la sélection de fourmis se déplacer sur la silhouette de l'homme dans la couche de la forêt. Pour la troisième étape, appuyez sur le bouton « Ajouter un masque de fusion » en bas du panneau des calques pour masquer les parties inutiles de l'image de la forêt. Si vous cliquez sur l'icône de chaîne entre la vignette de l'image et la vignette du masque dans le panneau calque, cela libère le masque de son masque, de sorte que vous pouvez déplacer et faire pivoter l'image dans le masque sans déplacer le calque entier. Déplacez l'image à votre goût. Étape 4. Sélectionnez le calque contenant le portrait avec un masque de fusion. Et on va faire une copie en appuyant sur CTRL et la touche J en même temps. Puis faites-la glisser au-dessus du calque de la forêt. Rendons le portrait et la forêt monochrome pour ajuster la palette de couleurs de l'image. Pour ce faire, en gardant le calque portrait sélectionné que vous venez de créer, cliquez sur Images, Réglages, Désaturation ou appuyez simplement sur Shift CTRL U, convertissant notre image en échelle de gris. Ouvrez la fenêtre d'options Niveau avec CTRL plus L et rendez l'image beaucoup plus sombre en déplaçant le curseur noir vers la droite ou en fixant manuellement sa valeur à 117. On laisse tout le reste pareil. Appliquez l'effet et allez dans Images, Ajustement, Teinte Saturation. Cochez la case Colorisation dans le coin inférieur droit de la fenêtre des options pour modifier toute la gamme de couleurs de notre image. Réglez la valeur de la teinte sur 212 en déplaçant le curseur vers la droite, ce qui ajoute des nuances de bleu. Réglez le niveau de saturation sur 10 en diminuant la vivacité de la photo. Puis cliquez sur OK pour appliquer l'effet créé. Étape 6. Faites un clic droit sur le masque de calque du portrait en blanc et noir et nous pouvons appliquer le masque de fusion dans le menu déroulant. Changez le mode de fusion du calque du portrait en mode éclaircir dans le panneau des calques. Et nous pouvons maintenant voir l'effet de double exposition souhaité. On va appliquer la désaturation à la forêt aussi en appuyant d'abord sur la forêt, puis sur CTRL plus U et en baissant le niveau de saturation à -100. Il ne reste que quelques petites modifications à faire, alors allons-y. On commence la troisième partie de comment ajouter la touche finale à votre double exposition. Pour cette première étape de la dernière partie, on va supprimer tous les calques sauf le calque de la couleur, le calque avec la forêt et le calque en blanc et noir. Puis, rendons l'image plus surréaliste en modifiant la tête du portrait. Prenez l'outil Pinceau, B, et ajustez la taille à 37 sur la barre des options. Sélectionnez le masque de fusion, celle en blanc et noir, du calque de la forêt. Définissez la couleur de remplissage sur le noir et peignez doucement le haut de la zone de la tête, supprimant ainsi les parties indésirables de la tête et ajoutant de l'air sur l'image. L'image donne ainsi l'impression que les arbres sortent directement de la tête de la fille. N'hésitez pas à utiliser l'outil doigt pour vous aider. Pour la deuxième et dernière étape, certaines parties de l'image semblent encore trop bruyantes. Par exemple, la zone des yeux où les arbres de l'image de la forêt créent un effet de distraction, on va enlever cela et rendre ces parties plus claires et plus contrastées. Créez un nouveau calque sous le calque du portrait désaturé. Prenez à nouveau l'outil Pinceau, B, et changez la couleur de remplissage en bleu foncé.
soit dièse 2F2C35. On va appuyer sur CTRL et cliquer sur le masque blanc et noir pour bloquer la zone, ce qui vous permet de dessiner à l'intérieur de la zone sélectionnée sans en franchir les limites. Commencez à peindre sur la zone des yeux en la rendant plus nette, puis les mains. On appuie sur CTRL plus D pour regarder tout sans la sélection. Notre effet de double exposition Photoshop est terminé. Félicitations! Ces étapes simples nous ont permis de créer un portrait élégant à double exposition en combinant deux images et en créant un effet surréaliste intéressant. J'espère que vous avez trouvé quelques conseils et astuces qui vous aideront à réaliser des combinaisons et des manipulations photos plus intéressantes. J'ai hâte de voir les vôtres. N'oubliez pas d'enregistrer. CTRL plus S. Maintenant, on va passer aux objets dynamiques. Les objets dynamiques. Dans Photoshop, un objet dynamique ou un calque dynamique est un calque qui possède des propriétés spéciales. C'est un calque dont le contenu original est conservé. Ainsi, toutes les modifications ou transformations appliquées à ce calque sont réversibles. Il sera toujours possible de revenir à l'état initial du calque. Les modifications ne sont pas destructives comme sur un calque normal. C'est le principal avantage des objets dynamiques, mais il y en a d'autres. Cette partie du cours peut s'appeler aussi « Pourquoi utiliser les objets dynamiques » ou « Les utilités des objets dynamiques ». Je vais aussi dans cette partie vous donner des raisons d'utiliser les objets dynamiques. Mais d'abord, quelle est l'utilité réelle de ces objets ? L'un des points intéressants ici est peut-être que le contenu d'un objet intelligent lié et mis à jour lorsque l'image originale change. Par exemple, il sera très utile si nous travaillons avec un fichier source partagé dans plusieurs documents Photoshop. Il s'agit d'une pratique courante chez les professionnels de la conception de sites web, ce qui rend ces tâches beaucoup plus faciles et rapides. Nous avons déjà mentionné que le concept principal d'un objet intelligent dans Photoshop est la transformation non destructive des éléments de l'image. Ce que nous entendons par là, c'est que nous aurons la possibilité de mettre à l'échelle, de changer de couleur ou d'ajouter des filtres et des effets à ce calque sans altérer ses caractéristiques d'origine. À tout cela, nous pouvons ajouter que nous avons également la possibilité de modifier tout cela à tout moment, quand nous en avons besoin. Comment travailler avec un objet dynamique ? Maintenant que nous savons clairement de quoi il est question dans ces lignes, voyons comment nous pouvons utiliser ces éléments dans le programme lui-même. Quoi qu'il en soit, rien ne vaut une expérience de première main pour comprendre ce que cela peut réellement nous apporter. C'est quelque chose que, comme beaucoup de choses que nous faisons avec le PC, nous attendrons avec le temps et l'expérience. Création d'un nouvel élément. D'une part, la façon la plus simple de créer un objet intelligent est de sélectionner un ou plusieurs des calques qui le composent. Ceux-ci serviront à créer l'objet en question. Donc une fois sélectionné, nous cliquons avec le clic droit et en cochant « Convertir en objet dynamique », toutes les couches précédemment sélectionnées seront fusionnées en une seule couche. De plus, nous les distinguerons de ceux qui n'ont pas été sélectionnés car le nouveau sera distingué grâce à un identifiant spécial. Modifier les objets créés dans Photoshop. D'autre part, et comme il ne pouvait en être autrement, nous aurons également la possibilité d'éditer ces éléments. Pour ce faire, il suffit de double-cliquer sur le nouveau calque que nous avons créé. Si l'objet intelligent est composé de quelques calques Photoshop, cela ouvrira un nouvel espace de travail avec les éléments qu'il contient.
Mais ce n'est pas tout. Nous pouvons également faire un clic droit dessus pour voir les options supplémentaires présentées par le menu contextuel. Avec les objets dynamiques, il y a des options intéressantes telles que la possibilité de créer un lien vers le fichier, de restaurer le contenu, de l'exporter et plein d'autres choses. Une fois que nous savons comment ces éléments fonctionnent dans les grandes lignes, notre créativité ou nos connaissances préalables du programme entrent en jeu. Il ne fait aucun doute que pour certains emplois, notamment dans le domaine professionnel, cela peut être d'une aide précieuse. Par exemple, comme nous l'avons déjà mentionné, dans ce qui fait référence à la conception de sites web, parmi de nombreux autres environnements d'utilisation. Et c'est la fin, on va partir pour un dernier quiz. Mais soyez sans crainte, ce test se compose juste de 3 questions. La première, qu'est-ce que la double exposition? Réponse A, un effet de Photoshop. Réponse B, le mélange de 2 ou plusieurs images différentes dans une seule image. Réponse C, le mélange de 2 photos différentes dans une seule image. La bonne réponse, réponse B. La double exposition est bien le mélange de 2 ou plusieurs images dans une seule image. Question numéro 2. Avec quelle touche de notre clavier peut-on faire appel au pot de peinture? Réponse A, la touche G. Réponse B, la touche P. Ou réponse C, la touche D. La bonne réponse, réponse A, c'est la touche G qui permet de faire appel au pot de peinture. Dernière question. Quel panneau de réglage ouvre la combinaison des touches CTRL plus L? Réponse A, teinte ou saturation. Réponse B, niveau. Réponse C, il n'ouvre aucun panneau, il désature l'image sélectionnée. La bonne réponse, c'est la B. La combinaison des touches CTRL plus L permet d'ouvrir les niveaux. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, j'espère que ce cours vous a plu. On a eu le temps de voir pas mal de contenu. Et je vous dis à bientôt. J'espère que ce cours vous a plu et qu'il a pu répondre à toutes vos questions. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle session.